est en voilà. Chers collègues, bonjour. Je suis très heureuse que nous nous retrouvions sur un sujet d'importance qui concerne le statut de l'élu. Et je suis très heureuse d'accueillir en vrai, comme l'on dit, un certain nombre d'élus qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui. Et tout aussi heureuse de saluer ceux et celles qui nous font le plaisir de participer à cette audition et qui sont en visio. Donc vraiment, merci à tous. Je vais essayer d'être la plus brève possible pour faire l'introduction, puisque nous disposons d'1 heure pour cette table ronde. Et je voudrais que les collègues rapporteurs, qui sont tous de chaque côté de nos invités, puissent surtout poser des questions. Donc je voudrais juste rappeler pour nos invités le travail que nous avons engagé depuis maintenant la fin octobre, date à laquelle nous nous sommes reconstitués puisqu'il y a eu des élections sénatoriales. Nous avons donc entrepris ce qu'on appelle une mission flash sur le statut de l'élu. Pourquoi ? C'est parce que le Sénat, depuis de nombreuses années, a émis des propositions, a fait adopter certaines d'entre elles, et considère, au vu des démissions, au vu déjà de la situation de 2020, nous avions un certain nombre de communes qui n'ont pas eu de candidats, d'autres, un peu plus de 300, qui ont des conseils municipaux incomplets, du nombre de démissions, qu'il y avait là un désenchantement démocratique qui pouvait provoquer une sorte de catastrophe démocratique, parce que si nos citoyens deviennent extrêmement fragiles ou ont peu d'appétence pour l'engagement civique et l'intérêt général, je pense qu'il y a un enjeu d'une gravité démocratique, de cohésion sociale considérable. Donc, nous avons décidé au Sénat d'entreprendre cette mission flash sur 3 volets. Alors, nous avons appelé ça le statut de l'élu parce qu'on n'a pas d'autre mot, mais peut-on faire un statut de l'élu ? Je ne sais pas, mais en tout cas des dispositions qui facilitent l'engagement et l'exercice du mandat. Un premier volet qui traite des indemnités, de leur nécessaire revalorisation. Ce premier volet a fait l'objet d'une présentation et d'une validation par la délégation le 16 novembre, et nous avons 2 volets ou 2 tomes, si je puis dire, qui font l'objet, entre autres, de cette audition aujourd'hui et qui sont conduits par les rapporteurs qui sont là, Gérard Lahellec, Pascal Martin, Nadine Bellereau, Guylaine Pantel. Il y a aussi notre ami Thierry Kozik, Agnès Canayer. Alors, quand on commence une liste, on en oublie, donc ça y est, ça c'est fait, pardonnez-moi. Et donc, ces 2 volets qui sont extrêmement importants portent sur la facilitation de l'exercice du mandat. Et le 3e volet, qui est tout aussi important, parce qu'on y pense rarement, mais c'est sans doute un des éléments de frilosité de l'engagement, c'est l'après-mandat. C'est-à-dire, qu'arrive-t-il quand le dimanche soir, les élections municipales ne nous sont pas favorables, ou que nous avons décidé de mettre fin à nos mandats. Donc, voilà l'objet de notre réflexion, sachant que le président du Sénat a annoncé au Congrès des maires que le Sénat présenterait en début d'année 2024, c'est-à-dire quasiment demain matin, une proposition de loi sur le statut de l'élu, car il y a urgence à agir. Les prochaines élections ayant lieu en 2026, il nous semble que des dispositions doivent être adoptées avant, pour que l'engagement des futures équipes municipales se fasse dans des conditions davantage sécurisées. Alors, très rapidement, nous avons donc le plaisir de cet échange, grâce à l'initiative de nos co-rapporteurs, que je remercie vraiment, puisque je sais que certains d'entre vous sont très connus par certains d'entre nous, voilà, mais aussi à l'initiative d'associations d'élus. Nous sommes toujours heureux de partager de belles rencontres. Donc je voudrais saluer Daniel Fidelin, qui est juste en face de moi, qui a été maire de Montivilliers, qui est normand et qui a été député. Merci beaucoup à vous d'être là. Je voudrais saluer Yves Guénard, qui est en visio, qui est maire de Reuilly. Merci à vous, monsieur le maire, d'être là. Je veux saluer Christine Domain, qui est en visio également et qui est maire d'Épouville. Je veux saluer Marc Oziol, maire de Langogne, et qui est en visio. Merci vraiment à vous 3.
Et puis Laurent Roussel, qui est aussi voilà, en face de moi, qui est adjoint au maire de Fontainebleau, et Sola Legea, qui est conseiller municipal à Montauban et qui est secrétaire général de l'Association des jeunes élus de France. Et dans notre rapport, nous souhaitons vraiment qu'il y ait un engagement de citoyens assez représentatif de la constitution de notre société, et nous sommes absolument de la composition de notre société. Nous sommes ravis que des jeunes veuillent s'engager, que nous puissions traiter la particularité de leurs contraintes. Donc je vous cède la parole et je propose de donner la parole dans l'ordre que j'ai évoqué, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc on vous demande à chacun, je crois que c'est la consigne qui vous a été donnée, de vous contraindre à un exercice très sénatorial qui nous permet de vous martyriser, si je puis dire, mais très positivement, un peu contraint. Et après, je laisserai la parole aux collègues co-rapporteurs qui ont sans doute beaucoup de questions et à tous mes collègues que je salue. Donc, Monsieur Fidelin, si vous voulez entamer cette audition, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je sais que je n'ai que 5 minutes, semble-t-il. C'est un peu court, mais je me rappelle quand même que lorsque j'étais parlementaire, si on dépassait le temps, Madame la Présidente tapait sur le micro et on devait cesser. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, quelques mots, Madame la Présidente, chers collègues, anciens collègues plutôt. J'ai été 37 ans élu, sans verser bien sûr dans la nostalgie ou l'explication un petit peu de mes activités passées, mais j'ai été 37 ans élu, donc 24 ans conseiller général, 31 ans maire et 10 ans député, avec bien sûr des échecs et des victoires. C'est ainsi la vie politique. M'a donné quand même une bonne vision des inquiétudes et des préoccupations donc pendant toute cette période, puisque j'avais comme mandat des mandats municipaux, mais aussi des mandats nationaux en tant que député. Alors, une bonne vision, donc je disais, mais aussi des satisfactions, bien sûr. Tout dépend bien, quand on est élu, de l'activité professionnelle, donc de l'âge et du type de mandat. Pour ma part, j'étais assureur. J'avais une profession libérale, donc ça donne, comme toutes les professions libérales qui s'engagent dans la vie politique, donne un certain nombre d'avantages, notamment la liberté du temps de regarder un peu son agenda, mais aussi des inconvénients. Parce que lorsque, moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai été élu député, après plusieurs tentatives, mais lorsque j'ai été élu député, j'avais 54 ans. 54 ans, un mandat de député, c'est 5 ans, 59. Et à 59 ans, si j'étais élu de nouveau, pas de souci, puisque ça me mettait à 64 ans, quasiment à l'âge de la retraite. Mais si j'étais battu, j'avais quand même quelques difficultés, parce que j'étais loin de la retraite, et la retraite des professions libérales, c'est 65 ans. Donc, et lorsque vous êtes assureur ou toute autre activité libérale, que vous avez vendu votre affaire, parce que moi j'ai été obligé de vendre mon affaire, mon cabinet d'assurance, puisque je n'avais pas la possibilité d'exercer donc les deux activités professionnelles et politiques. Donc ça me posait un problème. J'ai eu la chance, bien sûr, d'être réélu donc, pour le deuxième mandat, ce qui m'a mené à l'âge de la retraite. Mais ça, c'est un souci, c'est une préoccupation qu'il faut tenir compte dans l'avenir. Et je crois que lorsqu'on qu'on s'engage dans une fonction politique, une fonction d'élu, eh bien, on doit penser, me semble-t-il, et anticiper, parce que ce sont bien sûr des CDD. Je dis toujours que ce sont des CDD, et les CDD, il y a obligatoirement donc une fin. Alors, en ce qui concerne les indemnités, on avait à cette époque la possibilité du cumul des mandats, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne, j'étais maire de la commune de Mannevillette, une petite commune rurale de 800 habitants. J'étais vice-président de la communauté d'agglomération, ce qui fait que le cumul de mandats me donnait des indemnités donc substantielles, enfin, qui me permettaient de pallier donc aux soucis financiers. Mais quand même, lorsque vous êtes maire d'une commune, Montivier, commune de 16 000 habitants, c'était 2 500 € maximum de plafond.
Et moi, je ne prenais pas la totalité, puisque généralement, ça grève le budget et beaucoup de collègues maires ne prennent pas la totalité. Donc 1 700 €, si j'enlève les charges sociales et la fiscalité, bien sûr, les impôts, on se retrouve avec 1 200, c'est-à-dire un gros SMIC pour être maire d'une commune de 16 000 habitants. Donc ça, c'est aussi une préoccupation et un souci donc, en ce qui concerne les indemnités. Et puis, en tant qu'élu national, en tant que parlementaire, à cette époque, on avait la possibilité encore du cumul de mandats avec le maire. Je qualifierais ces indemnités de député plus les indemnités de maire, donc d'un revenu relativement correct qui ne me posait absolument pas de soucis. Mais on arrive à la sortie de mandat. La sortie de mandat pose quand même quelques problèmes. Ça dépend à quel âge on arrive. Lorsqu'on est profession libérale, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on arrive à 59 ou à 59 ans, on a des difficultés à retrouver un emploi. Quand vous avez cédé votre affaire, c'est absolument impossible de retrouver un emploi. Donc on se retrouve peut-être commercial dans une entreprise, mais quand on a été patron de son affaire, c'est quand même quelque part un peu difficile. Alors, j'ai eu la chance, puisque j'ai fait un deuxième mandat, d'être battu, enfin pas la chance d'être battu, mais j'ai été battu donc à 1 an de la retraite. J'avais donc l'indemnité de maire et de vice-président de l'agglomération, donc qui ne me posait pas de problème particulier. Mais il fallait faire une transition jusqu'à la retraite. Et cette transition, donc cette indemnité me permettait de la faire. Et je me suis présenté dans une ville de 16 000 habitants, à Montivier, donc aussitôt après, au bout des 2 ans, et j'ai gagné. Mais j'ai gagné, je n'ai fait qu'un mandat. Je n'ai fait qu'un mandat, et la sortie du mandat pose quand même quelques difficultés, parce que vous vous retrouvez sans rien du tout. Vous vous retrouvez sans rien du tout. Et puis l'indemnité des retraites pose aussi quelques difficultés, en ce sens qu'en ce qui me concerne, bien sûr, j'avais, avec le cumul des mandats, l'IRCANTEC, j'avais la sécurité sociale m'a posé beaucoup de soucis, puisque j'avais fait 5 ans d'activité en tant que salarié tout à fait au début de ma carrière, enfin au début de ma carrière professionnelle, pas d'élu, ma carrière professionnelle, et j'avais donc une indemnité de retraite de 50 € mensuels. Et à partir de 1er janvier 2013, les élus doivent cotiser, doivent cotiser à la sécurité sociale. Et moi, j'avais liquidé ma retraite 6 mois avant, puisque je ne pensais pas du tout reprendre une activité salariée. Mais on m'a dit, alors j'ai sollicité donc la Sécu en disant, écoutez, j'aurais aimé avoir ma retraite en tant qu'élu, puisqu'on nous obligeait 6 mois après à cotiser. Mais on m'a dit, non, vous avez liquidé vos 60 € par mois, donc vous n'avez pas le droit. J'ai donc 18 000 € de cotisation pendant toute cette période que, je dois dire, j'ai mis quelque part un peu à la poubelle. J'ai été frustré. Bien sûr, je suis intervenu, notamment par l'intermédiaire de mes collègues élus, mais pour l'instant, je n'ai absolument aucune réponse. Et ça, c'est un souci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres collègues, anciens collègues à ce niveau-là, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui est important. Alors, moi, j'aurais une pensée aussi pour les collaborateurs. Nos collaborateurs, qui sont des gens particulièrement, collaborateurs et collaboratrices, bien sûr, sont des gens particulièrement dévoués, qui ne comptent pas leurs heures, et ils ont besoin de reconnaissance. Et je pense que lorsque vous êtes battu et que vous retrouvez derrière le rideau, lorsque vous faites votre discours, et qu'ils sont en pleurs, et que le lendemain matin, vous devez faire vous devez faire une réunion pour dire c'est terminé maintenant, eh bien je pense que c'est quand même un peu délicat, et l'Assemblée nationale et peut-être le Sénat doivent donc agir en reconnaissance, bien sûr, auprès des collaborateurs et des collaboratrices, et ça me paraît quelque chose d'essentiel. Bien sûr, nous mettons tout en œuvre, nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'élus, pour les soutenir. Je pense que ça, c'est quelque part quelque chose d'important. Alors, vous sentez bien qu'à un je moment... suis déjà loin, mais 5 minutes. Je vais arrêter, alors.
Non, Je mais vais arrêter. non, j'espère qu'on reviendra Je vais arrêter. sur votre témoignage parce qu'il y a des informations que vous donnez qui sont extrêmement pertinentes et qui font bien partie de notre champ de préoccupation, Monsieur Fidelin. Je suis désolée, j'ai ce rôle affreux, mais je suis sûre que vous me pardonnez, mais on reviendra sûrement. Voilà, merci à vous. Puis-je passer la parole à Monsieur le maire de Reuilly, qui est très connu ici. Monsieur Yves Guénard, si vous nous entendez, vous nous faites signe. Allô, allô. Bon, je propose peut-être que du coup on fasse une inversion. Madame Domain, maire. Ah, voilà. Monsieur Guénard. Non. Est-ce qu'en attendant, Joseph, je peux. Voilà. Madame Domain, peut-être. Madame le ou la maire d'Épouville. Voilà, si vous nous entendez. Je vous entends très bien, madame la On ne vous présidente. entend pas. Micro, s'il vous plaît, madame la maire. Mais il est branché, Non. mon micro? On ne vous entend Il est pas. branché? Il est branché, mon micro? Mon micro est branché. Monsieur le maire de Langogne. Oui, Alors, bonjour, très bien. Allô. Est-ce que vous pouvez vous présenter? donc vous parlez au maire de Langogne, pardon, excusez-moi, bonjour. Oui, allez-y, je vous Oui, en prie. alors, Joseph, juste vous pour pouvez- information, j'entendais très bien ma collègue de mon côté. Donc je suis Marc Oziol, bonjour à tous, madame la présidente. Maire de Bonjour Langogne. à tous les membres de la commission. Donc un bonjour un peu plus soutenu à notre sénatrice Guylaine Pantel, ma chère Guylaine, merci pour cette proposition et cette nouvelle expérience, comme j'ai pu te le dire. Donc je m'appelle Marc Oziol, je suis maire d'une commune d'un peu moins de 3000 habitants, en Lozère, le plus beau département de France, vous l'imaginez bien. Il se trouve que c'est une commune qui est au sein d'un territoire, d'une communauté de communes du Haut-Allier Margeride, composée de 10 communes, sur un bassin de vie qui dépasse allègrement le cadre départemental, puisque nous sommes à la confluence de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère, sur un bassin de vie qui représente 13 500 habitants, à peu près 55 communes, et nous sommes le bourg-centre, donc avec évidemment des charges de centralité importantes et pas forcément les moyens qui vont avec. Donc toute la difficulté pour nous les élus, j'ai oublié peut-être de préciser aussi que je suis actif, je continue à travailler, et il se trouve que je suis fonctionnaire public territorial. Je travaille au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère, et je suis un agent itinérant, c'est-à-dire que j'interviens dans les collectivités que peuvent être les mairies, les communautés de communes, des PETR, des syndicats, etc., pour pallier des situations où on peut être par exemple en mode dégradé parce qu'on a un agent qui est en maladie, on a un agent qui a muté, etc., et ou besoin d'un renfort particulier, et j'interviens sur tous les volets administratifs de ce que peut être demandé par une collectivité territoriale. Donc inutile de vous dire que c'est quelque chose que je connais maintenant depuis une trentaine d'années assez bien. Vous avez dit, Madame la Présidente, qu'il y avait trois grands sujets effectivement à aborder dans vos travaux, et j'ai eu le temps, bien évidemment, d'interroger un petit peu mes collègues, et j'imagine que les collègues ici présents en font la même analyse. Moi, je rejoins bien évidemment Monsieur Fidelin sur tout ce qu'il a pu nous présenter au niveau des indemnités. La première chose, c'est que moi, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que s'il doit y avoir mesure, il faut qu'elle bénéficie à tous les élus, et quelle que soit la taille de la collectivité. Il ne faut pas seulement penser, à mon sens, aux maires. Il y a aussi des adjoints, des conseillers délégués, des simples conseillers qui prennent du temps pour accomplir les missions qu'un maire peut leur demander. Il faut revaloriser, j'en suis persuadé, les indemnités pour refléter mieux leur engagement et leur charge de travail. Je pense qu'il faut peut-être aussi, selon les strates, s'interroger sur l'obligation de les percevoir. Parce qu'il y a, je vois trop, moi, dans les zones hyper rurales, des élus qui renoncent à tout ou partie de leurs indemnités parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire autrement. Et donc, ça passe, à mon sens, par une revalorisation de la dotation particulière de l'élu local. C'est une évidence. Moi, je voulais attirer l'attention aussi, dans l'exercice du mandat d'un maire, sur la difficulté grandissante en matière de recrutement.
Et ça peut être aussi un point qui peut être très compliqué pour un élu et qui peut lui faire dire que, et le faire réfléchir sur un engagement ou un éventuel renouvellement d'un engagement. Moi, je rencontre trop de collectivités dans des situations dégradées et je pense que conforter le rôle de l'élu au sein de sa collectivité, c'est aussi un travail à faire vers les métiers de la fonction publique territoriale pour que lui puisse s'assurer d'avoir une réponse quand il a besoin d'agents sur son territoire. Il y a des difficultés grandissantes, par exemple, pour trouver des assurances. Typiquement, la responsabilité civile, on a de plus en plus de mal à trouver des contrats d'assurance responsabilité civile. Vous imaginez un petit peu la difficulté que ça peut générer. Et je pense qu'il faut aussi garantir une protection adéquate à l'exercice des fonctions, notamment pour tout ce qui est assurance maladie. Il faut pas occulter ça. En ce qui concerne les indemnités et les salaires, moi je pense qu'il faut vraiment, je le dis tout à l'heure, une compensation sur une enveloppe dédiée. Il faut maintenir les cotisations retraite d'un élu tel qu'il pouvait l'avoir quand il était dans ses fonctions privées. Je vous donne un exemple. Moi, je continue à travailler à 60%, c'est-à-dire je travaille 3 jours par semaine. J'ai la chance d'avoir des services très structurés avec des élus présents qui peuvent très bien pallier mon absence sans aucune difficulté. Alors, bien évidemment, les semaines sont longues, mais elles le sont pour tout le monde et je ne vais pas m'en plaindre. Donc, moi, je touche les indemnités d'élus à hauteur à peu près de 1500, 1600 euros par mois. Mon salaire est à peu près équivalent, à peu près 1500 euros. Du coup, je me fais ma propre retraite. Et donc, je suis obligé, en quelque part, de surcotiser par rapport aux cotisations que j'ai aujourd'hui. Bon, c'est un choix, évidemment, mais ça c'est un point d'achoppement, un point un peu compliqué. Au-delà de l'aspect indemnitaire, je pense que dans l'exercice du mandat, parce que c'est aussi la réflexion que mène cette commission, moi, je crois qu'il faut qu'on revienne un petit peu à un renforcement de la démocratie locale. Hein. Je le constate au quotidien. Il faut, à mon sens, simplifier les règles d'exercice des mandats locaux, augmenter un petit peu les marges de manœuvre des élus que nous sommes. Moi, j'ai par moment l'impression d'avoir un manque de confiance de la part de l'État, mais je tiens quand même à pondérer cela en disant que le couple maire-préfet, en tout cas en ce qui me concerne, moi, élu de la Lozère, fonctionne parfaitement bien. Et j'ai la chance aujourd'hui, il me semble, nous avons la chance sur notre territoire d'avoir un préfet très à l'écoute, très proactif. Voilà. Je crois que les élus ont aussi besoin, pour être rassurés dans leur mandat, qu'on leur redonne un peu d'ingénierie, ce dont il manque cruellement. Alors moi, je le dis pour les plus anciens, entre guillemets, oui au retour de l'ATESAT. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'était un ATESAT. Cet interlocuteur, moi que j'appelais l'interlocuteur privilégié qui venait de la DDE, il venait, entre guillemets, régler les soucis et discuter et se faire le relais entre la collectivité et l'État, et principalement en matière d'urbanisme, mais aussi d'ingénierie. C'était quand même important. Je crois qu'il faut aussi, dans les travaux que vous menez, prendre en compte les spécificités des territoires. On n'a pas tous les mêmes problématiques. Je ne reviendrai pas, mais je reviendrai pas trop dessus, mais l'exemple roi en ce moment, c'est la zéro artificialisation nette, où on demande en quelque part à un élu de faire plus avec moins. Moi, je suis inquiet dans les zones, je parle de ce que je connais en zone hyper rurale, où j'entends des maires, des collègues qui me disent qu'ils n'iront pas au-devant de leurs concitoyens pour leur expliquer qu'il va falloir réduire de 60 ou 70 ou 80% les surfaces constructibles. Il y en a même qui ont pu dire en conférence de maires qu'on organise régulièrement notre président de communauté de communes qui ne traverserait plus la place du village après ça. Donc, il y a une vraie difficulté là-dessus. Pour ce qui est des nouveaux élus, moi je pense que si j'ai encore un peu de temps, il faut les obliger à suivre une formation. À mon sens, il ne faut pas simplement leur proposer une formation. À mon sens, il faut les obliger, peut-être en ciblant quand même les objectifs pour certains. Hein. On aura peut-être un élu en face de nous qui a plus d'appétence pour l'urbanisme et les finances ou l'état civil, par exemple, et qu'il n'y aura pas forcément besoin d'aller le former là-dessus. Il faut maintenir la rémunération des agents dans la mesure du possible, agents salariés qui viennent prendre des fonctions électives. Pour ce faire, il faut rentrer dans des mesures de compensation pour les entreprises, les sociétés, les collectivités qui les emploient, par de la fiscalité, de l'allègement de charges fiscales. Je pense qu'il y a d'autres choses.
de possible. Moi, je voudrais aussi parler de... Alors, excusez-moi, je vais vite parce que je n'ai que peu de temps, mais la durée cumulée des absences autorisées du crédit d'heure, c'est 800 heures par an, j'arrondis. Si un maire il n'a pas suffisamment de services correctement structurés, 800 heures, ça n'est pas suffisant. Donc, il lui faut obligatoirement s'entourer d'élus plus disponibles, comme des retraités. Et quand un élu n'est pas indemnisé par sa collectivité et qu'il n'est pas rémunéré pendant l'absence chez son employeur, on demande à la collectivité de l'indemniser à hauteur de 16,91 € par heure. 16,91 € par heure, si mes chiffres sont bons. Et c'est limité à 72 heures par an. À mon sens, ça ne correspond pas à la réalité du travail des élus en France. Et à mon sens, ça n'est pas à la collectivité à porter ça. Il y a d'autres pistes, je pense qu'il faut peut-être aussi, que j'imagine vous avez pu voir, il faut pouvoir travailler sur la flexibilité des horaires des élus dans leur emploi, peut-être envisager des dispositifs de télétravail de droit, quand cela est possible, évidemment. Très bien. Je vous propose, monsieur le maire, merci beaucoup pour cette intervention. Encore une fois, je vous demande de m'absoudre dans l'exigence de temps pour que chacun puisse intervenir. Et je suis sûre que les collègues seront ravis de continuer voilà, cet échange par le biais de questions. Donc je crois que maintenant tout va bien. Donc nous devrions pouvoir retrouver monsieur Yves Guénard, qui est maire de Reuilly. Monsieur le maire, Yves, disent ceux qui vous connaissent. Tout va bien? Non? Bon. Madame Domain, peut-être? Oui, voilà, Madame Domain. Madame le maire? Oui. Ah, Bonjour, parfait. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, je vous propose d'articuler votre intervention autour des deux thématiques, donc les deux seconds volets de notre mission. Faciliter l'exercice du mandat, sachant que la question des indemnités a déjà été largement évoquée dans le premier volet, et la seconde partie de votre intervention, si vous voulez bien, sur l'après-mandat. Merci beaucoup, Madame le maire ou la maire. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on vous appelle. J'aime bien le maire parce qu'il faut presque avoir un caractère d'homme pour être maire d'une bourgade comme la mienne. Écoutez, je pense que vous voyez les réactions dans la salle très spontanées et très dynamiques à votre appréciation. Donc, Madame le maire, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et tous. Donc je me présente très rapidement, je suis Christine Domain, maire d'Épouville, 2800 habitants quasiment. On passe de devenir, je pense qu'on abordera les 3000 avec les nouvelles constructions d'ici quelques temps. Je suis élue depuis mai 2020, conseillère municipale depuis 1989, élue adjoint en 1995 et donc élue maire en mai 2020. Je suis salariée du privé. Je suis chef du service juridique et assurance d'un opérateur portuaire sur le port du Havre. Et quand mon ancien maire a décidé de s'arrêter et que tous les adjoints s'arrêtaient aussi, sauf moi, ma première préoccupation, ça a été mon travail. Je me suis dit, si je me présente, comment je vais concilier les choses? Avec un poste à responsabilité, il a fallu que je demande à mon employeur s'il n'y voyait pas d'inconvénient, parce que si j'avais eu un nom définitif, je ne me serais pas présentée. C'était pas possible parce que je pouvais pas faire le choix de briser ma carrière, entre guillemets. Je suis à 9 ans de la retraite, j'ai 56 ans, j'ai fait des études, donc j'ai été un petit peu décalée dans le démarrage. Et la difficulté, en fait, c'est bien sûr, comme je suis aussi pas que maire, je suis aussi conseillère communautaire, je suis 13e membre du bureau communautaire Le Havre-Seine Métropole, eh bien, en fait, ça nécessiterait que je sois tout le temps disponible et pour la mairie et pour la communauté urbaine. Je n'ai pas de délégation à la communauté urbaine et j'avoue que j'étais presque heureuse qu'on ne m'en propose pas parce que je ne sais pas comment j'aurais pu concilier ça avec mon travail. Donc la mairie, la communauté urbaine, c'est extrêmement compliqué quand on travaille, quand on est salarié du privé. Je suis extrêmement comprimée, je le dis très franchement. Et comment faciliter les choses? Il faudrait pouvoir permettre. Alors moi, je ne suis
pas dans le fonctionnariat, je ne peux pas me mettre en disponibilité. Je ne vais pas reparler des indemnités, les collègues se sont exprimés ou vont s'exprimer à nouveau, mais effectivement, à 9 ans de la retraite, je ne peux pas m'arrêter de travailler. J'ai une indemnité de 1 578 € par mois. Donc, qui couvre tout, hein, c'est-à-dire tous mes déplacements, etc. C'est sur mon indemnité. Donc, c'est pas possible à 9 ans de la retraite de m'arrêter. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel je suis. Je suis extrêmement comprimée. C'est pour ça que je suis vraiment ravie de pouvoir témoigner, parce que si ça peut un petit peu aussi révéler ce qui se passe quand on travaille dans le privé, je suis pas la seule, parce que parmi mes adjoints, j'ai 6 adjoints et 2 conseillers délégués. Sur les 8, alors on est 9 avec moi, on en a 3 qui ne sont pas en activité professionnelle. Tout le reste est en activité professionnelle, avec des diversités. Et c'est moi qui suis la plus, on va dire, la plus enquiquinée parce que je travaille dans le privé. Je suis la seule à travailler dans le privé. Donc voilà la situation. Ce n'est pas bien simple. Alors faciliter le mandat, j'ai beaucoup cherché comment on pouvait faire, parce que j'avoue que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je me suis permis, en faisant une petite contribution auprès du sénateur Pascal Martin par écrit, de dire mais est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution pour les entreprises du privé, justement, où c'est plus difficile bien sûr pour un salarié de prendre un mandat de maire, un mandat d'adjoint, ou un mandat encore plus élevé, où là ça devient quasiment impossible, je pense, au-delà de maire, de continuer à travailler. Je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout cas, l'avantage aussi d'avoir je pense, des élus du privé qui travaillent, c'est qu'on a aussi une vision des choses un petit peu plus précise, peut-être par rapport à la vie active. Moi, je vois que ça m'aide beaucoup, en fait, d'avoir mon poste de responsable de service juridique assurance, parce que une mairie, je compare souvent ma mairie un peu à une entreprise avec 2800 habitants. Il faut être bon en compta, il faut être bon en juridique, puisqu'on a plusieurs problématiques. Et je suis dans une strate de communes où je n'ai pas la structuration totale qui me permette à la limite juste de piloter. Je suis aussi obligée de faire certains travaux d'agent territorial, parce que si je n'aide pas à la manœuvre, si je puis dire, eh bien, il y a des manquements. En fait, on n'est pas structuré, on essaye un petit peu de s'améliorer, parce qu'on est en train de changer de strate, finalement, à Épouville. Mais là, moi, si je ne mets pas la main à la pâte en faisant le travail d'un agent territorial, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, en fait, hein. Donc, en fait, on est vraiment au four et au moulin quand on est dans une strate de commune comme la mienne, et qu'en plus, on est en activité professionnelle. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, ou je n'ai pas d'idée précise, sauf à dire, si on veut continuer à attirer des vocations, parce qu'on a quand même plusieurs soucis, le fait de travailler en est un, ça c'est sûr, d'être en activité professionnelle c'est compliqué, surtout quand on a une commune qui commence à être un petit peu importante, mais pas que. On a aussi bien sûr tout le contexte que l'on connaît par rapport aux élus, et il est vrai que je peux tout à fait comprendre qu'à un moment donné, les vocations se découragent, hein, parce que c'est pas du tout simple d'avoir et des problématiques liées au fait qu'on travaille, mais aussi des problématiques liées à la façon dont on est parfois traité. Moi, j'avoue que j'ai eu, de par mon expérience, les deux, hein, donc la problématique d'être une élue en activité professionnelle, plus quelques gros dossiers très compliqués qui ont fait que j'ai été très très malmenée, ainsi que mes adjoints. Bien sûr, c'est toujours le maire qui est visé en premier dans ce genre d'affaires, et je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit de me dire, bon, après tout, je m'arrête, j'ai une carrière en parallèle, et puis tant pis, j'arrête la mairie, quoi, en fait, hein, donc, et j'arrête par voie de fait le conseil communautaire. Mais à un moment donné, je me suis dit non, c'est quand même pas normal qu'on soit comprimé comme ça et qu'on ne puisse pas exercer son mandat. Donc c'est dans cet esprit que je me suis permis d'en parler, en l'occurrence à Agnès Canaillé et à Pascal Martin, que je salue au passage. Il faut arriver à trouver une articulation
et encore une fois, je n'en ai pas la solution, mais trouver une articulation qui permette, et je vais parler que de mon expérience, des gens du privé, de pouvoir exercer des mandats en ayant quand même une forme de sécurité liée à l'après-mandat, bien sûr, mais aussi une sécurité financière sans justement retrouver 100% de son salaire. En l'occurrence, moi, je suis cadre. Je gère un service, j'ai un bon salaire en tant que cadre par rapport à mes fonctions, et ça ne m'aurait pas du tout dérangé d'avoir une diminution. D'ailleurs, j'ai une diminution puisque j'ai 2 demi-journées. J'ai un 80% en fait, ce qui n'est absolument pas suffisant, mais c'est pour ça que je mords sur mon temps personnel de manière extrême sur mes week-ends et même sur mes nuits, pour arriver à tout gérer. Mais il faudrait arriver, pour attirer aussi un petit peu et faciliter la tâche des élus comme moi, arriver à trouver une articulation qui permette à l'entreprise privée de faciliter aussi la libération de ses salariés pour exercer un mandat. Alors je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas sous quelle articulation, mais je pense que c'est aussi valorisant pour les collectivités d'avoir aussi des élus qui ne soient pas que des retraités. Je n'ai rien contre les retraités, j'espère atteindre l'âge de la retraite sereinement, mais qui ne soient pas non plus que dans le fonctionnariat, parce que c'est plus simple dans le fonctionnariat que dans le privé, et qu'on puisse avoir justement cette palette un petit peu éclectique de représentants élus, et qui, de par leur expérience, quelle qu'elle soit, sont utiles, à mon sens, à la collectivité, à son fonctionnement. Merci voilà beaucoup ce que je peux dire. Merci beaucoup de votre témoignage. Je crois que vous posez les bonnes questions et nous comptons sur nos collègues pour nous apporter des réponses ou des suggestions. Merci beaucoup, Madame le maire. Madame. À tout à l'heure par le biais des questions. Je propose, Monsieur Laurent Roussel, si vous êtes volontaire pour voilà, vous exercer ce moment un peu difficile où on vous contraint beaucoup par le temps, parce que voilà, on en a certainement un temps d'échange très riche. Merci, Monsieur Roussel. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Fontainebleau, très belle ville aussi. Oui, Madame la Présidente, et Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, merci de me recevoir. Ça tombe très bien que je passe après Madame le maire de Normandie, qui est en Normandie, je ne sais plus le nom de la commune, Épouville, puisque c'est un peu la même situation, sauf que je suis allé un petit peu plus loin dans les statuts de l'élu, puisque je suis moi-même également. Alors, je suis élu depuis 2008, d'abord conseiller municipal, puis depuis 2014 en tant qu'adjoint. Et puis, j'ai aussi maintenant, depuis 2 ans, les fonctions de premier vice-président de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Donc, je suis bien engagé localement. Et j'ai la particularité, comme Madame le maire, d'exercer dans une entreprise privée, donc une grande entreprise, donc plusieurs dizaines de milliers de salariés, depuis plus de 30 ans maintenant d'ancienneté dans cette structure. Donc, je suis confronté encore, toujours, puisque je continue à exercer mon activité professionnelle, un peu au même problème de concilier l'activité professionnelle et l'activité d'élu. Puisque dès que j'ai été... Alors au départ, j'étais adjoint au patrimoine, donc le maire de l'époque m'avait donné une délégation qui était considérée comme étant peut-être plus compatible, mais en plus, depuis, j'ai récupéré les finances et j'ai récupéré évidemment la première vice-présidence de la communauté d'agglomération, donc je suis bien engagé. Donc je me suis adressé à mon employeur et je lui ai notifié qu'effectivement, j'étais élu et demandé des heures de mandat comme c'est prévu dans le statut de l'élu. Sauf que quand on est élu, on a les heures de mandat qui ne sont pas rémunérées par l'employeur, évidemment, mais on a aussi des réunions qui sont improvisées avec... Souvent, la veille, on apprend qu'il y a des réunions, donc on prend des RTT au dernier moment, parce que les heures de mandat, c'est 3 jours avant, donc ce n'est pas d'une grande souplesse. Et puis le soir, on doit partir parce qu'on a aussi des réunions quasiment tous les soirs. Donc, on est obligé de partir à l'heure. Donc, quand les autres restent pour terminer des dossiers, vous êtes obligé de partir. Donc, vous êtes mal vu. Donc, très rapidement, les relations avec mon employeur se sont dégradées. Et du coup, j'ai été muté sans mon consentement. J'étais responsable d'activités importantes. Et j'ai été muté, évidemment, dans une activité qui ne correspondait plus du tout à ce que je faisais avant. Progressivement, j'ai perdu toutes mes responsabilités. J'ai perdu, travaillant c'était un secteur bancaire, j'ai perdu les pouvoirs, donc j'ai quasiment plus de pouvoir bancaire. Donc, du coup, et on me l'a reproché. Alors, il se trouve qu'on me l'a reproché même par écrit. Donc, évidemment, j'ai utilisé
ce qui existait, c'est-à-dire discrimination. Et j'ai donc saisi les prud'hommes pour demander la résiliation de mon contrat de travail. Il me reste encore maintenant 5-6 ans avant la retraite, donc c'est encore pas tout à fait là. Et demander donc la rupture de mon contrat de travail et demander donc que la discrimination soit déclarée contre mon employeur. Ça veut dire que j'ai donc saisi les prud'hommes il y a 2 ans et demi maintenant, que les procédures sont très longues, que l'employeur évidemment a demandé des renvois pour le jugement, pour faire rallonger les choses. J'ai subi des pressions importantes, du harcèlement, etc. Donc tout ce qui va avec, évidemment. Le jugement a finalement eu lieu, l'audience de jugement, pardon, a eu lieu il y a quelques semaines, mais le délibéré n'aura lieu que l'année prochaine, voire l'année suivante s'il n'y a pas de partage des prud'hommes. Et puis après, comme me dit mon avocat, il y aura au moins 3 ans pour l'appel, que ce soit moi ou l'employeur qui gagne. Et puis après, il y aura peut-être la cassation. Donc grosso modo, il ne se passera rien, comme dit l'avocat, avant 5-6 ans, il n'y aura pas de jugement. Donc peut-être que d'ici là, je serai déjà à la retraite avant même que le jugement soit définitif. Voilà, donc c'est contraignant, c'est fatigant. Ça s'ajoute et ça provient aussi du fait qu'on ait finalement la discrimination dans le code du travail. C'est pas très protecteur parce que c'est difficile à le prouver. Il faut quand même des preuves. Alors moi, j'ai quand même la chance d'avoir des écrits. Mais même avec ça, on me dit oui, mais peut-être que ça suffira pas parce qu'au fond, etc., etc. Et puis il y a des choses qui sont un peu anciennes, donc il y a peut-être prescription. Enfin bref, donc l'avocat de l'employeur joue là-dessus. Donc c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc, alors qu'une vraie protection, moi je pense qu'effectivement, une vraie protection, comme c'était le cas, ça a été brièvement le cas, mais pas opérationnel, puisque c'était dans le Code général des collectivités territoriales, mais pas dans le Code du travail, donc c'était pas opérationnel. Mais une vraie protection, on est quand même, quand on est élu, on est quand même responsable et sérieux, donc on peut arriver quand même à répartir. Je crois que quand on est maire d'une ville, on a l'habitude de gérer beaucoup de choses en même temps, donc on est capable de faire la part des choses. Bon, moi, je suis entre guillemets qu'adjoint, mais enfin aussi à la comité d'agglomération. Donc, on sait quand même qu'on a du temps aussi pour travailler. On n'est pas pris à 100%, ou sinon, de toute manière, on ne peut pas s'arrêter de travailler. Comme disait Mme le maire, on a besoin d'un salaire, donc on ne va pas demander. Enfin, moi, je pense que de toute manière, les indemnités, on a beau demander des augmentations, ça ne compensera pas le salaire qu'on peut avoir par ailleurs. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la protection. Et comme j'ai été harcelé, que c'était compliqué, mon médecin m'a vraiment demandé de m'arrêter. Donc, je me suis arrêté pendant plusieurs mois suite à toutes les pressions que je subissais et en veillant à respecter la loi, c'est-à-dire pour poursuivre mes fonctions, il fallait que le médecin écrive dans l'arrêt de travail que j'étais élu. Ce qui a été fait. Sauf que j'ai repris le travail avant l'audience de jugement et 2 mois après, la veille du jugement, l'employeur a sorti un courrier de la CPAM lui demandant de rembourser les indemnités journalières parce que j'avais continué mes fonctions, même si j'avais respecté tout ça. Et du coup, puisque j'avais été compensé par la convention collective, m'avait versé mes salaires et me demande de rembourser les salaires sur une durée de 7 mois, charges incluses. Donc, même pas ce que j'ai reçu, mais les charges en plus. Donc ça, vous imaginez la veille du jugement. Donc, mais mon avocat, c'est encore une fois de plus une discrimination envers un élu, puisque c'est même pas fondé comme demande. Mais l'avocat n'a pas pu en parler puisque c'était pas officiel, c'était des discussions entre avocats. Donc, il a attendu le lendemain du jugement pour m'envoyer un mail en me disant merci de nous dire de quelle manière vous allez nous rembourser. Et si vous ne remboursez pas, on fera des retenues sur salaire, comme on a le droit de le faire. Donc, voilà. Donc moi, je lui ai demandé de faire un recours contre cette décision, puisque moi, je n'étais pas destinataire du courrier, la CPAM. Donc, c'était à l'employeur de faire un recours. Évidemment, il a refusé. Donc, c'est moi qui ai fait un recours contre la CPAM, un recours contre la commission amiable de la sécurité sociale. Donc, j'ai entamé une 2e procédure. Donc, j'ai la procédure des prud'hommes et maintenant, j'ai la procédure contre la CPAM. Alors, j'ai essayé de contacter la CPAM, etc. Donc, la CPAM est en train de regarder, puisque je suis quand même dans mon bon droit, même. Donc, il faut sortir tous les arrêts de travail, tout ce qui est confidentiel, il faut lever la confidentialité, puisque c'est marqué, enfin, c'est très agréable à suivre. Enfin, tout s'ajoute, on paye des frais d'avocat, c'est un peu compliqué, voilà. Donc c'était pour non seulement il faudrait protéger un peu mieux, mais en fait il y a un certain nombre de procédures, etc., qui sont méconnues, parce que là c'est une méconnaissance de la part de la sécurité sociale.
Voilà, c'est quelques mots sur ma situation. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Vous avez d'ailleurs témoigné au congrès des maires, parce que cette situation, vous l'avez dit avec beaucoup de pudeur, extrêmement difficile, illustre, enfin, on va dire, une situation qui peut se produire et qui pose, au-delà de l'engagement, qui pose beaucoup de difficultés. Et on a déjà eu, par ailleurs, il y a quelques années, connaissance du point que vous évoquez, la difficulté de concilier la prolongation de l'engagement pendant l'arrêt maladie et l'exigence de remboursement des indemnités. Merci vraiment de votre témoignage. Donc, il nous reste 2 témoignages avec plaisir avant un petit temps de questions. Donc, je pense que M. Guénard, le maire de Reuilly, que connaît bien Nadine Bellureau, aujourd'hui, nous sommes connectés, monsieur le maire. Voilà, je vous propose, comme aux autres, une contrainte, je suis désolée, 5 petites minutes pour que nous ayons le temps de questions. Donc, sur la facilitation de l'engagement du citoyen pour exercer son mandat. Et le deuxième volet, c'est la sortie du mandat, en quelque sorte. Merci beaucoup, monsieur le maire, et désolé de ces incidents techniques. Alors, donc, je propose vraiment, monsieur le maire, je suis confuse, nous allons y arriver. Est-ce bon? Sinon, je propose à Solal GA, alors ça va vous faire très drôle, monsieur GA, de parler de la fin du mandat, vu votre âge, mais l'avenir est devant nous tous, donc il faut aussi évoquer tous ces sujets. Bon, ça marche toujours pas pour notre ami monsieur Guénard. Bon, on s'en occupe. Donc, voilà. Donc, Solal GA, qui est connu de certains d'entre nous, notamment de monsieur Bonhomme. Vous êtes conseiller municipal à Montauban et vous êtes secrétaire général d'une association aussi extrêmement importante comme toutes les associations d'élus, l'association des jeunes élus de France. Vous avez vous aussi un petit crédit de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. J'espère que ce témoignage court de 5 minutes permettra à certains élus de s'identifier. Alors oui, je m'appelle Solal GA, je suis élu dans une commune de 64 000 habitants à Montauban depuis 2020, c'est mon premier mandat. J'ai la chance d'appartenir à la majorité qui a été reconduite aux côtés du maire de Montauban pour un 4e mandat. J'ai également le bonheur d'être pleinement engagé au sein de l'association des jeunes élus de France, qui est une association transpartisane qui regroupe plusieurs centaines de jeunes élus âgés de 18 à 35 ans. Nous avons à ce propos lancé une commission portant sur la conciliation entre l'engagement et la vie professionnelle et personnelle à l'issue d'une rencontre avec Madame la ministre en charge des collectivités territoriales. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir sur quelques propositions en vue de cette réforme du statut de l'élu local. J'ai eu également la chance d'être élu très jeune, d'avoir des responsabilités très jeunes. Et la réalité, c'est que rien ne prépare au mandat local, ni aucune école, ni aucune université. Je vais revenir un petit peu sur ce que disait monsieur le maire lors de sa première intervention, s'agissant de la formation des élus. C'est vrai que je suis assez intimement attaché à la liberté, donc je ne sais pas s'il faut vraiment contraindre les élus à se former, mais il y a une véritable nécessité, une désinformation, une absence de formation. Et c'est vrai que la réalité, je dirais, politique, parfois est assez contraignante pour ceux qui exercent un premier mandat. D'abord, une formation qui permettrait d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des collectivités territoriales. C'est vrai que je parle notamment du budget, je suis juriste de formation, spécialité finances publiques. C'est vrai que c'est un sujet qui est très peu sexy, où très peu d'élus locaux s'y intéressent. Aussi, pour prévenir de certains comportements qui peuvent engager des conflits d'intérêts qui, contrairement à l'imaginaire collectif, ne naissent pas d'une véritable volonté de violer une règle de droit, mais davantage d'une négligence. Enfin, je crois que c'est inutile de préciser qu'il est plus facile d'exercer un mandat lorsqu'on appartient à la majorité plutôt qu'à l'opposition. Et si l'entrée du mandat se révèle être un événement que l'on projette avec entrain, la sortie du mandat, je dois l'avouer, et vous le disiez, Madame la Présidente, n'est pas quelque chose auquel je pense tout particulièrement. Cependant, c'est à anticiper et c'est vraiment à préparer.
Et je pense que les difficultés d'une reprise de l'activité professionnelle après cette parenthèse qu'est le mandat local, eh bien, est profondément conditionnée à la situation et à l'activité professionnelle en question. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur l'adjoint au maire, effectivement, c'est vrai qu'une personne qui est fonctionnaire aura davantage de facilité à retrouver un emploi. Une personne qui est salariée, elle devra peut-être retoquer chez son ancienne entreprise, retrouver un nouveau patron. Une personne exerçant une profession libérale aura perdu une partie de sa clientèle, devra aller rechercher une clientèle. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire autour de ça, et je pense que ça peut également s'accompagner l'après-mandat à travers des formations, ainsi qu'une validation des acquis. Je crois que c'est déjà le cas, mais peut-être pousser cette notion de validation des acquis. Également, une proposition qui a été le fruit de cette commission au sein de l'Association des jeunes élus de France, c'est l'autorisation, la mise en place de la visioconférence comptabilisée dans le quorum au sein des assemblées délibérantes locales, c'est-à-dire pour les conseils locaux. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas comptabilisé dans le quorum, et c'est vrai que c'est une possibilité, ça peut être un axe de réflexion, notamment pour celles et ceux qui exercent une activité professionnelle et qui, du fait de la distance, eh bien, font un pouvoir, alors qu'ils pourraient justement participer pleinement à, je dirais, à cet exercice, à ce temps de la vie démocratique locale. Enfin, dernier point, si vous me le permettez, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui aussi fait le fruit d'une grande réflexion au sein de l'Association des jeunes élus de France, du fruit également d'une rencontre avec Madame la ministre de la Jeunesse et du Service national universel, celle de la création d'un véritable statut de l'élu étudiant. Comme il peut exister pour les élus étudiants dans les syndicats, là, en l'espèce, il est question de jeunes élus. Moi, j'ai été élu et étudiant, j'étais en 2e année de licence de droit, je me rappelle, lorsque j'ai fait la campagne des municipales en 2020. Il est vrai que j'ai sacrifié une partie de cette année, je regrette rien, c'était une expérience formidable, mais je pense qu'aujourd'hui, le droit ne permet pas aux jeunes étudiants de s'engager pleinement dans le mandat de l'élu. On dit à tort, je crois, que la jeunesse se désengage. La réalité, c'est tout l'inverse. La jeunesse, elle s'engage de plus en plus, mais s'éloigne du mandat local. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent davantage auprès d'associations, auprès d'ONG, pour des causes, notamment l'environnement, la protection des femmes, la cause animale, mais se désengagent du mandat puisqu'il y a très peu de possibilités de conciliation entre les études et l'engagement. Voilà, et quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Nous sommes, je crois, environ 520 000 élus locaux. Et en matière de jeunesse, entre guillemets, même si je pense qu'il ne faut pas opposer les générations, d'abord parce que la jeunesse ne dure qu'un temps, mais ça voudrait dire qu'il y a 2 types d'élus, des jeunes élus et des élus moins jeunes. Je pense que ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, sur 520 000 élus en France, eh bien, nous avons seulement 6% des élus qui sont âgés de moins de 35 ans. Je pense que ça nécessite vraiment un axe de réflexion. Voilà, je pense que parmi tous ces éléments, j'ai atteint mon temps de parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre témoignage, parce que l'engagement des jeunes fait vraiment partie de, non seulement de nos préoccupations, mais de notre volonté de permettre cet engagement. Alors, nous avons appris que M. Guénard, maire de Reuilly, ami de Madame Bellereau, puisque c'est de son département, un problème technique. Donc, il va se connecter par téléphone. En attendant, si vous êtes OK, je propose, pour gérer le temps, de laisser peut-être des questions à nos co-rapporteurs, sachant, chers amis, que nous avons Monsieur Cédric Chevalier qui a aussi émis, c'est bien ça, son souhait de poser une question, non? Ah, ouf. Alors peut-être d'abord nos rapporteurs, en vous proposant d'être aussi excellent que d'habitude dans la concision. Nous, en fait, on était surtout là pour vous écouter et le sujet, comme tu le disais, Françoise, sur les jeunes. Moi, j'aimerais savoir si vous avez une suggestion, c'est-à-dire comment vous aider dans les études en même temps pour pouvoir vous engager. Parce que le sujet, en effet, c'est que voilà, il y a de la relève. Et est-ce que vous voyez quelque chose de pratico-pratique qui pourrait permettre d'aider des jeunes à s'investir? Est-ce que c'est des voilà, dans votre vie au quotidien, vous avez ça, mais comment on peut le faire partager? Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, merci pour votre question. C'est vrai qu'on a quelques propositions à faire. Alors après, je pense que c'est vraiment à discuter, mais je prends l'exemple des élus étudiants.
ceux qui sont investis dans des organisations syndicales, qui sont élus au sein des universités, eux bénéficient des dispenses d'assiduité. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on assiste à un conseil d'administration, un conseil central au sein d'une université, eh bien, on peut s'absenter de cours. Aujourd'hui, on ne peut pas s'absenter de cours, alors du moins c'est à l'appréciation assez large et générale du professeur ou de l'enseignant. On ne peut pas s'absenter pour un conseil municipal. Moi-même, j'enseigne à l'université, c'est vrai que j'ai je dirais une sorte de flexibilité dans la tolérance d'absence, mais ce n'est pas le cas de chaque enseignant ou de chaque professeur. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener du moins sur ce qui est de la disponibilité de l'élu étudiant. Et puis après, moi je suis ouvert vraiment à toute suggestion, mais disons que je pense que c'est une des principales, des principales revendications qu'on pourrait avoir en tant qu'élu étudiant. Du moins dans mes souvenirs, c'est ça. Oui, Oui, oui. oui. Vas-y. Vous remercier de, oui, vous remercier de vos témoignages. Pour certains, ils sont édifiants. On a, nous, dans notre travail préparatoire, élaboré 8 recommandations qu'on va naturellement pas développer ce matin, mais avec vos témoignages, tout ça va être enrichi. Comptez sur nous. Non, moi j'avais juste une question un peu technique, mais qui est apparue au long de nos auditions, non pas de ce matin, mais préalable à nos travaux, concernant les règles liées au conflit d'intérêts au déport, qui sont des règles qui peuvent toucher toutes les communes et qui, quelle que soit la taille des communes, et on a le sentiment que assez souvent ces règles-là sont méconnues et peuvent entraîner des conséquences, voire pénales, pour des élus locaux. Et je rejoins Solal Géa, des gens de totale bonne foi. C'est plus de la négligence, et je voulais savoir si vous avez le sentiment qu'il faudrait améliorer l'information et la communication de ces règles qui touchent encore une fois l'ensemble des élus, conflits d'intérêts et déport. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre. Monsieur Roussel, Monsieur Fidelin, Madame le maire. Monsieur Roussel, je vous en prie. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a une méconnaissance et quelque part aussi, au-delà de la méconnaissance, c'est aussi un manque de respect quelque part aussi des élus. Enfin, certains employeurs sont dans leur domaine, mais n'ont pas très envie de savoir ce qui se passe en dehors, en fait. Peut-être on peut se connecter. Donc, on essaie de joindre Monsieur le maire. Ensuite, je passerai la parole à Guylaine et puis à Cédric, si tu permets. Oui, Guylaine, oui. parce que je pense que Monsieur le maire doit être aussi un peu stressé de ne pas Oui, mais pouvoir allez-y, monsieur nous le- joindre. On est vraiment désolé. Donc, Monsieur le maire de Reuilly, si vous nous entendez. Je suis là. Ah, formidable. Merci, Voilà. on est très heureux. Merci de votre patience. Merci mille fois. Donc, mais vous avez aussi un crédit de 5 petites minutes, monsieur le maire. Je suis désolé pour ces Non, mais je vous en prie. cet accident. Donc, je salue évidemment vous-même, Madame la Présidente, ainsi que messieurs et mesdames les rapporteurs et mes collègues maires. Je suis moi-même, je vais me présenter, maire d'une commune de 2000 habitants dans l'Indre, dans le centre Val-de-Loire, depuis octobre 2020. Je suis un ancien cadre supérieur d'un groupe bancaire coopératif français. J'étais chargé de l'informatique décisionnelle, de la gestion des budgets, du suivi des coûts informatiques à la fois des niveaux nationaux, communautaires et locaux pour le compte de 2 établissements régionaux basés en Île-de-France, et je suis retraité depuis la fin de 2005. Installé à Reuilly, d'abord premier adjoint sur le mandat 2014-2020, en charge notamment des finances, nous avons, avec le maire, chère Nadine, constaté une dette abyssale pour une commune de notre taille. Nous avons fait face en quelques semaines à un défaut de trésorerie dès le premier mois de notre prise de fonction. Nous avons bien entendu renoncé à l'emprunt sur toute la durée du mandat et financé sur subventions et fonds propres tous nos investissements. Nous avons supprimé en quelque sorte la fonction de directeur général des services et placé le maire au cœur du management de la collectivité, entouré de responsables de pôle, assistés bien sûr des adjoints au nombre de 5. Depuis la prise de fonction de maire en 2020, j'ai maintenu cette organisation, cette action de désendettement
à hauteur d'1 million d'euros en 7 ans et je poursuis le programme sur lequel la liste avait été élue. Le recours à l'emprunt, bien que mesuré, est envisagé pour 2 projets indispensables dans le cadre de l'intérêt général pour la commune, une maison de santé opérationnelle à horizon 2026, une réhabilitation de l'infrastructure d'assainissement collectif dans le cadre d'un schéma directeur dont le plan d'action prévu sur 5 ans débute dès l'année prochaine. Je suis également président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable depuis 2014 et j'ai engagé la même démarche d'études patrimoniales débouchant sur un schéma directeur dont le plan d'action débute dès 2014 aussi. Moi, je voudrais parler de la difficulté à mobiliser, c'est ce que nous avons pu constater en 2014, en 2020, c'est ce qu'il y aura à constater encore en 2026 si on n'y remédie pas. Donc le nombre de conseillers pour une liste à présenter est de 19 pour une commune de notre taille, de notre strate, ce qui signifie évidemment pour deux listes en concurrence 38 personnes et s'il y avait un challenger, ce qui n'est pas impossible, 57. Sur une commune de 2000 habitants, c'est extrêmement compliqué dans la mesure où par ailleurs il faut assurer une parité, ce qui est aussi difficile. Donc la proposition que je ferai, et qui me semble-t-il partagée par beaucoup, serait de réduire de 4 voire de 6 le nombre de conseillers pour notre strate, mais peut-être pour l'ensemble des strates à voir. Sur le rôle et sur l'engagement, les conseillers, tous les conseillers veulent avoir un rôle. Ils s'engagent sur la durée, ils ont des appétences, ils veulent avoir un rôle. Et pour avoir un rôle et être efficace, eh bien, on ne peut pas n'indemniser que le maire et les adjoints. Il faut indemniser aussi les conseillers qui s'engagent. Donc, la proposition serait, en effet, d'inclure un accroissement des crédits du poste indemnité de manière à pouvoir indemniser les conseillers qui souhaiteraient s'engager sur des spécialités qui évidemment seraient intéressantes pour le conseil et pour la commune. Sur la disponibilité, la moyenne âge des élus locaux, ça a été dit tout à l'heure, je le confirme, la moyenne d'âge des élus locaux au milieu rural est élevée, en majorité des retraités. Peu de jeunes en raison de leur activité professionnelle et donc de la difficulté qu'ils auraient à se disponibiliser. Donc il nous faudrait attirer de jeunes actifs, plutôt un peu diplômés, en charge aussi d'encadrement, hein, de manière à avoir une pratique managériale certaine et leur donner les moyens d'assurer leur mission d'élu au moyen de crédits d'heures qui pourraient être compensés par l'État ou la collectivité par des dispositifs à mettre en œuvre et une dotation spécifique de l'État. Je pense même qu'il serait peut-être utile, notamment en pré-campagne, de diffuser des spots télévisés qui décrivent les compensations à un engagement municipal et qui décrivent les fonctions des maires et des adjoints et des élus locaux. Sur le maire, en termes de notoriété, la fonction reste notoire, mais il y a quand même une tendance à la banalisation. Je n'ai pas de difficulté de ce type dans ma commune. Je ne suis pas par ailleurs inquiet pour ma sécurité. Je pense qu'il est cependant indispensable de valoriser la fonction à la fois de représentant de la population communale et également de garant des valeurs de la République. Il y a peut-être des dispositions à prendre dans ce sens. Sur la capacité et la disponibilité, le maire aujourd'hui, ça a été dit, je le confirme, c'est un chef d'entreprise de service public. Il est entouré de responsables par grand domaine, il manage la collectivité et c'est de cette façon que nous fonctionnons à Reuilly. Il ne peut plus être celui qui s'appuie totalement et uniquement sur une secrétaire de mairie, il doit maîtriser la gestion budgétaire, il doit connaître la gestion des marchés publics, il doit comprendre les infrastructures d'alimentation en eau potable, en assainissement collectif et en assainissement autonome, il doit connaître l'état civil, les processus électoraux, les règles de gestion des cimetières, il doit avoir une connaissance en urbanisme, il ne peut pas ignorer les lois sur l'eau, la gestion des rivières. Meneur d'hommes, naturel ou non, il doit maîtriser les règles managériales et mettre en place les outils du management et connaître un tant soit peu les statuts du personnel et de la fonction publique territoriale. Pourquoi doit-il avoir toutes ces connaissances? C'est parce qu'au quotidien et dans tous ces domaines, il est appelé à prendre des décisions immédiates. Et il doit le faire évidemment en toute connaissance de cause.
Après, au-delà de tout cela, il a représenté la commune auprès des services de l'État, du département, des chambres consulaires et de tous les organismes en relation avec la commune. Il a à faire vivre le secteur associatif, développer l'accès à la culture et rencontrer ses administrés, ses commerçants et artisans, ses industriels. C'est un travail quotidien, c'est un travail à temps complet. Le maire, avant d'être élu à cette fonction, a généralement une expérience de conseiller municipal et ou d'adjoint au maire. Une expérience d'adjoint, voire de premier adjoint, me semble un prérequis à la fonction de maire, même s'il n'y a pas, comment dirais-je, d'interdit de quelque nature que ce soit pour être maire d'une collectivité. Monsieur le maire, pardonnez-moi. Monsieur le maire, vraiment, pardonnez-moi. Puis-je me permettre de vous interrompre en vous remerciant vraiment de ce témoignage et de cette offre d'emploi extrêmement complète que vous présentez en décrivant le poste. Je m'autorise à vous interrompre parce que je regarde le temps et je pense que nous avons pas mal de questions. Donc merci beaucoup, monsieur le maire. Nous aurons sûrement l'occasion, par l'intermédiaire de questions, d'approfondir. Donc je passe la parole à Guylaine Pentel. Ensuite, il y a 3 demandes de parole. Cédric Chevalier, Pascal Gruny et Pierre-Jean Rochette. Et il nous reste 10 minutes. Et Muriel Jourda. Merci, chers collègues. Guylaine, merci, Madame la Présidente. Écoutez, déjà, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour ces témoignages qui sont extrêmement forts, qui sont différents, mais en même temps qui se ressemblent, que ce soit en communauté urbaine, que ce soit en milieu extrêmement rural, comme l'a décrit le maire de Langogne. Les problématiques sont les mêmes partout, mais il y a aussi, par rapport la conciliation de la vie publique, de la vie professionnelle, mais il y a aussi la vie privée. On en a très peu parlé, mais il faut aussi articuler avec la vie privée de chacun parce que c'est un socle et c'est quelque chose de très fort pour chacun d'entre nous. Donc c'est très difficile et Monsieur Géard, votre engagement est important et pour l'avenir, c'est vrai que c'est pas très encourageant quand on entend des témoignages aussi édifiants que Monsieur l'adjoint, mais que ce soit des entreprises privées, mais des grandes entreprises publiques aussi, c'est pas simple du tout. Donc il faut pas se décourager, il faut vraiment continuer dans cet engagement et surtout arriver à concilier aussi la vie privée. C'est quelque chose d'important. Je vous remercie. C'était juste un... Merci beaucoup, Guylaine, pour ce témoignage. Donc je propose de prendre 2 questions, ensuite une autre série de 2. Donc notre collègue Cédric Chevalier et Pascal Gruny, puis Pierre-Jean Rochette et Muriel Jourda. Cédric. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, vraiment remercier l'ensemble des témoignages extrêmement intéressants. Moi, je voudrais en fait poser un peu une question un peu transversale. C'est-à-dire qu'on sent quand même sur l'ensemble des élus, quel que soit d'ailleurs leur âge ou leur expérience, qu'il n'y a pas forcément un travail en amont d'arriver d'être élu. En fait, sur les droits, les devoirs, en fait, d'appréhender complètement ce que doit être demain avec l'ensemble du périmètre de ce que doit être un élu, pas forcément dans les fonctions en tant que telles, mais tout ce qui découle autour de la vie de l'élu. On sent qu'il n'y a pas forcément une approche ou en tout cas un certain nombre d'éléments qui leur permettent de bien l'appréhender. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à aucun moment, j'ai senti que quand on était salarié, c'était une chance pour l'entreprise, quand on était élu. Et alors, je ne le dirais même pas pour M. Roussel, parce que j'ai bien compris tout ce qui était derrière, mais et là, ça s'adresse bien sûr aussi à Madame le maire. Et en fait, parce que vous l'avez cité à plusieurs reprises, vous avez dit je suis compressé, je suis compressé. Alors, ce qui m'a un peu choqué, c'est que vous avez fait le choix, enfin pas de votre part bien sûr, mais que vous avez dû quand même demander à votre employeur s'il était d'accord pour vous laisser vous présenter, ce qui était quand même ce qui peut laisser à interrogation. Et donc aujourd'hui, la question c'est de savoir si une valorisation, mais pas que pécuniaire, mais en tout cas de cette expérience, parce que chacun l'a rappelé, qu'au travers de la gestion d'un mandat, c'est une véritable expérience, mais qui, à ma connaissance, n'est pas valorisée au sein de l'entreprise. Donc je le verrai aussi par rapport à Madame le maire, c'est de se dire aujourd'hui, l'entreprise considère-t-elle que cette expérience de maire est aussi une valeur ajoutée pour elle? Alors,
connaissance de cause, enfin, pour connaître un peu le sujet, c'est que c'est vrai que ça peut être une valeur ajoutée quand la plupart vous demandent une dérogation en crèche ou un permis de construire, parce que là, pour le coup, vos collègues se rappellent que vous êtes élu. Mais après, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'était mes deux questions de manière assez transversale pour l'ensemble des intervenants. Je vous remercie. Notre collègue Pascal Gruny, cher Pascal, merci Madame la Présidente. Je vais me permettre de saluer très personnellement mon ex-collègue de l'Assemblée nationale, Daniel Fidlin, avec qui j'ai siégé quelques années. Moi, je voudrais juste soutenir Monsieur Roussel, parce que moi, étant une suppléante, députée suppléante, mais mon titulaire est devenu ministre avec des allers-retours. Donc, j'ai conservé mon métier qui était directeur financier et ressources humaines dans une entreprise. Donc, je sais ce que c'est que cette difficulté. Et mon collègue vient de dire la chance pour l'entreprise. Alors, la chance pour l'entreprise, c'est surtout quand ils ont des questions personnelles pour l'entreprise. Là, c'est une vraie chance. Après, voilà, débrouillez-vous, mais vous avez un objectif, c'est de respecter les échéances et de faire votre travail. Donc, c'est une vraie question à laquelle je réfléchis souvent sans trouver beaucoup de solutions. Mais je voulais partager par rapport à ça, mais un événement chez moi pour un maire d'une commune de 200 habitants qui malheureusement a eu dans sa commune un petit garçon violé et tué, qu'il a retrouvé. Lui, parce qu'il a aidé les gendarmes, etc. Il a retrouvé, bien entendu, il connaissait ce petit, la famille et tout. Et derrière, il a fait une dépression, voilà, compliquée. Et là, la question, et à laquelle, bien entendu, on n'a eu aucune réponse, c'est-à-dire n'a pas pu se mettre, on va dire, en retrait de sa fonction de maire, parce qu'il avait besoin d'arrêter, voilà, un moment. Et en fait, la seule chose, c'était de démissionner. Et dans une petite commune de 200 habitants, vous ne trouvez pas quelqu'un qui va vous remplacer derrière. En revanche, il faudrait peut-être réfléchir à ce que momentanément, voilà, le premier adjoint puisse officier pour permettre justement ça. Là, c'était pour une dépression. Mais moi, j'ai déjà vu la même chose pour des maladies graves, importantes. Donc ça, c'est à partager. Je ne sais pas si les maires qui sont ici ont cette question. Ensuite, j'avais une question, une réflexion, parce que j'ai été vice-présidente jusqu'au mois de septembre. Et dans ma délégation, j'ai travaillé, bien entendu, j'ai eu le Covid, et donc sur la visioconférence. Mais j'ai entendu monsieur Géa parler de cette visioconférence pour le quorum. Et moi, en fait, on a limité au maximum les visioconférences, parce que moi, mon sujet, c'est si on commence à mettre la visioconférence possible, eh bien, on va retrouver des salles vides et plus de contacts. Et c'est ça, en fait, aussi qui est compliqué aujourd'hui. Je suis aussi conseiller départemental. On a la même question. On nous a fait voter justement pour savoir si on acceptait que les sessions, elles se fassent en visioconférence. Moi, j'ai voté contre. Voilà, parce que je pense qu'on a besoin de ce contact, et qui derrière aussi va sur la question que vous disiez sur l'engagement. Et ma question, c'est l'engagement des jeunes dont vous parlez, dont vous êtes un exemple, mais vous êtes un étudiant, vous avez fait des études, des études supérieures, etc. Moi, je vous demande l'engagement des jeunes qui sont en ruralité, où là, c'est vraiment très, très compliqué. Voilà mes questions, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, peut-être la parole à Madame le maire d'Épouville pour la question de Cédric Chevalier, et puis ensuite les questions de notre collègue Pascal Gruny. Je considère que c'est un témoignage très encourageant. Voilà, peut-être nos amis qui sont là pourront répondre. Donc, Madame le maire, si vous voulez bien répondre. Très rapidement, oui. Je vais tenter de répondre très rapidement. Est-ce que c'est une valeur ajoutée d'avoir un maire comme moi pour mon employeur ? Très franchement, je ne le pense pas, même si j'ai la chance d'avoir un employeur plutôt conciliant et
auquel, bien sûr, pourquoi j'ai demandé si je pouvais devenir maire, parce que si du fait que j'ai un poste à responsabilité, je savais que ça allait poser un problème à l'entreprise, et ça pose un problème à l'entreprise. Le fait que je ne sois pas là le lundi après-midi, que je ne sois pas là le mercredi après-midi, que parfois au dernier moment, à cause des réunions de communautés urbaines, je suis obligée de changer mes demi-journées pour pouvoir assister à certaines réunions. Ce matin, il a fallu que je dise à mon employeur, je ne pourrais pas être là avant 11h ce matin, et donc je décale mes horaires dans la journée. Donc non, je ne pense pas que ce soit une valeur ajoutée, très franchement. Alors oui, parfois je peux faciliter certaines choses. Quand sur Port 2000, on pose un permis de construire, ça peut m'arriver de faciliter les choses avec les services de l'urbanisme, mais très franchement, non, c'est pas facilitateur pour l'employeur parce qu'il n'a pas son cadre, me concernant, à disposition comme il devrait l'avoir, quelque part objectivement. Donc, la chose peut-être à trouver, c'est comment est-ce qu'on peut permettre finalement que l'absence, je dirais, ou partielle ou totale d'un élu, d'un salarié élu, et quel biais, quelle solution on peut trouver justement pour que l'employeur ne soit pas non plus pénalisé. Je peux tout à fait comprendre que mon employeur, il y a des moments, c'est mon employeur qui s'adapte un peu à moi, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise, qu'on me fait confiance, etc. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Et en même temps, oui, je disais que j'étais comprimée parce que voilà, je me sens un petit peu coupable de ne pas être dans l'entreprise quand je suis à la mairie, et inversement, parce que je sais que j'ai tout un tas de choses qui m'attendent aussi dans l'entreprise de par mon poste à responsabilité. Donc honnêtement, je pense que ce n'est pas facile du tout pour une entreprise d'avoir un élu, qui doit s'absenter, bien évidemment. Moi, en l'occurrence, je suis 2 demi-journées et parfois 3, ça dépend des semaines chargées. Et parfois, ça m'arrive de retourner travailler le dimanche. C'est-à-dire, j'y retourne ou le dimanche matin ou le dimanche après-midi pour quand même, bien que mes heures soient non rémunérées, mes heures de délégation sont non rémunérées, ben, j'y retourne parce qu'il y a tellement de travail aussi qu'à un moment donné, il faut que le travail se fasse. Donc, quelle est la solution? Je ne l'ai pas, mais en tout cas, je pense que c'est pas vraiment une valeur ajoutée pour une entreprise d'avoir un élu. Voilà, c'est le fond de ma pensée. Merci beaucoup, Madame le maire. Monsieur Roussel, vous souhaitiez répondre et ensuite je passerai la parole à nos 3 collègues. Nous sommes aussi compressés par le temps. Votre mot est très juste, Madame le maire. Monsieur Roussel. Oui, alors moi j'ai un avis un tout petit peu différent. C'est vrai que c'est une contrainte puisque, comme je l'ai dit, on s'absente, on a des emplois du temps qu'il faut adapter tout le temps et c'est difficile de concilier plusieurs emplois du temps. On parlait de vie personnelle aussi, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça fait trois agendas à gérer en même temps. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué et ça peut être une petite contrainte pour l'entreprise. Mais d'un autre côté, quand on est élu, on est un peu hyperactif de nature et quand même organisé. On a l'habitude de jongler avec beaucoup de choses. Donc, par rapport à d'autres qui ont besoin de quelque chose de structuré, de routinier, nous, on n'est pas dans la routine. On aime bien ce qui est varié. Donc, c'est aussi une richesse, à mon avis, pour l'entreprise. Et puis, moi qui ai un métier qui est quand même assez, avec une partie commerciale, je peux vous assurer, quand on parle avec des directeurs financiers ou des directeurs généraux, des présidents d'entreprise, quand on glisse dans la conversation qu'on est élu, ils sont bien plus intéressés que le boulot, que les relations qu'on est en train de travailler. Donc les relations professionnelles, elles sont vraiment facilitées quand on en vient à discuter avec l'expérience qu'on a par ailleurs. Merci beaucoup. Donc je n'ai pas oublié la question sur la visio, mais on fera peut-être une petite réponse technique après. Donc Pierre-Jean Rochette, notre collègue également Muriel Jourda et Sonia de la Provoté pour cette dernière série de questions, parce que nous avons une autre table ronde avec les associations d'élus. Monsieur Blanc, je ne veux frustrer non, ou vous pouvez, est-ce que vous voulez bien déporter votre droit de question à la séquence suivante? C'est formidable, parce que c'est le même sujet, c'est pas... Merci beaucoup. Donc, Pierre-Jean Rochette. Merci, présidente. Collègue. Je vais essayer d'être bref. Ah oui, je dois. J'ai déjà... Alors après, on est comprimé, on a la pression. Tout devient difficile. Voilà, je voulais dire, en préambule à mon intervention, que je rejoins le maire de Reuilly sur le fait que je pense qu'il y aura forcément une réflexion à avoir sur le calibrage en fait du nombre d'élus dans les communes de taille un petit peu dans les communes rurales. Alors, ce qu'on traite ici et ce qu'on traite dans les échanges que nous avons, c'est la difficulté de cohabitation entre le monde du travail principalement et le statut de l'élu.
Et il y a un double problème, c'est que je pense que nous sommes victimes des abus aussi du passé, que nous sommes à la fois sous le feu des projecteurs et très scrutés par nos administrés. Et à ce titre-là, je trouve que justement nous sommes allés beaucoup trop loin en ce qui concerne notamment les missions liées à la HATVP. Et je trouve que c'est très dissuasif aujourd'hui de s'engager dans un mandat, sachant qu'on va devoir déballer toute sa vie privée, personnelle, et qu'elle sera accessible à tout le monde sur Internet. À la limite, ça ne me dérange pas de la déballer, mais qu'elle soit accessible uniquement par une partie, par les gens qui ont à exercer un droit de contrôle et un droit de regard sur nous. Mais qu'on sache le travail de mon épouse, ses revenus, avec qui vivent mes enfants s'ils sont majeurs. Enfin, je trouve que c'est d'une indécence totale. Et ça ne facilite pas et ça ne rend pas le statut de l'élu attractif. Je trouve que c'est malsain en plus. Oui, je vais aller vite. J'ai compris, tu levais le doigt pour que j'aille plus vite. Dans la relation avec les entreprises, les élus maintenant, je pense, font peur aux entreprises et font peur au monde, font peur aux patrons. Si ça a été un avantage dans le passé, ça ne l'est plus aujourd'hui. La commande publique, c'est plus de 100 milliards d'euros en France, 8% du PIB. Il y a forcément des élus qui travaillent dans des entreprises qui ont un lien avec la commande publique. Avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui sur justement les sujets liés au déport, justement les sujets liés au conflit d'intérêts, les élus deviennent des mistigris dans les entreprises. Moi, je n'ai pas peur d'employer le terme. Les élus deviennent des mistigris. Et je pense que tant que nous n'aurons pas réglé ce sujet-là, nous irons à des aberrations. Et j'ai eu le cas, et j'en terminerai, Présidente, dans des communes rurales de mon département où on demandait aux agriculteurs qui étaient dans le conseil municipal de se mettre en déport lors de la rédaction du PLU, parce qu'on faisait une interprétation très littérale de la loi, et on va vers des aberrations où il y avait même le boulanger d'un village qui se disait « mais je suis au conseil municipal, j'ai plus le droit de livrer la cantine, donc on va faire venir le pain d'une autre commune ». Enfin, on va dans des trucs complètement absurdes, délirants. Et là-dessus, nous sommes allés beaucoup trop loin et ça tuera les ambitions, les envies, les vocations d'élus sur le long terme. Et je pense qu'on a un énorme travail à faire là-dessus. Merci beaucoup. On sait que c'est un sujet récurrent et juste une anecdote d'un conseiller municipal qui me dit à un moment, je me demande si élu de cette commune et habitant cette commune, je vais avoir le droit de voter le taux de taxe d'habitation. Alors, Muriel qui va être aussi concise que nos collègues, Sonia qui va l'être encore plus, parce qu'il y a une seconde table ronde, c'est infernal de comprimer chacun. Merci Madame la Présidente. Alors ma question va peut-être être d'autant plus provocante qu'elle va être concise, donc peu nuancée. Moi je pars de quelques constats. Le premier, d'abord, c'est que, me semble-t-il, les maires et les élus sont utiles. On parle beaucoup de réduire le nombre d'élus, mais il me semble qu'aujourd'hui, pour être tout à fait clair dans ma pensée, ce sont les communes qui tiennent la France, et notamment les petites communes, parce qu'elles tiennent le quotidien. Deuxième chose, il me semble utile d'avoir des maires qui ne soient pas seulement retraités, mais aussi actifs. On l'a tous dit, c'est une vision différente des choses. Troisièmement, c'est assez difficile de conserver un travail et une activité d'élu, chacun l'a compris, sauf peut-être les disponibilités des fonctionnaires. Mais lorsqu'on a une profession libérale, les clients ne nous attendent pas. Et lorsqu'on est salarié du privé, il est assez normal que l'entreprise veuille que vous fassiez le travail pour lequel elle vous a embauché, pour lequel elle vous paye. Et donc, partons du principe que cette fonction, on l'a indiqué tout à l'heure, enfin, il faut être spécialiste en tout, ce qui est tout à fait paradoxal, mais ce sont des généralistes spécialisés, les maires. On a des journées extrêmement prenantes. Et comme elles n'ont que 24 heures, et c'est un peu le constat, on se trouve en difficulté pour avoir plusieurs activités qui sont prenantes, comme l'activité professionnelle et l'activité de maire. Est-ce que, partant de tous ces constats, la solution n'est pas que tout simplement on accepte de rémunérer correctement les maires à hauteur des responsabilités et du temps qu'ils passent, avec de vrais droits à la retraite, et qu'ensuite chacun admette aussi qu'être élu, c'est un choix personnel qui comporte un risque, celui de ne pas être réélu, et que celui-là, on l'assume. Voilà, Madame la Présidente. Ce qui est bien dans votre temps concis, vous faites et les questions et les réponses. Donc, non, mais moi, je vous félicite parce que je n'osais pas demander
de faire tout ça en 5 minutes, mais votre diagnostic, je pense, est extrêmement sénatorial et très partagé sur tous les bancs. Merci beaucoup de cette concision, de cette clarté et de cette incision, si je puis dire. Sonia. Oui, mais merci. Donc, archi comprimé, Sonia. Chers amis, parce que nos invités sont arrivés. Vous connaissez bien, c'est ça. Chère Sonia, nos invités suivants sont arrivés. Donc je vais faire dans l'absence de nuances, mais comme ils me connaissent bien, tout le monde a bien compris. Donc je vais d'abord aborder la question des femmes. C'est pas du tout féministe ce que je vais dire, mais c'est très réaliste. Voilà, la question de la maternité, des grossesses. Alors je sais bien que l'auditoire, si quand même, il y a peut-être une personne qui peut en parler un peu plus en connaissance de cause, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on parle de la vie professionnelle, mais parfois il y a 3 vies à assumer et la vie personnelle, c'est aussi gérer ça. Et c'est un énorme sujet. Alors pour le coup, je peux faire un témoignage personnel sur cette question. Si on a beaucoup d'énergie et qu'on arrive à concilier les 3 vies, c'est formidable, puisque j'avais mon métier à côté. Mais sinon, je pense que dans la plupart des cas, c'est une difficulté immense. Et donc, je pose cette question. Et la deuxième question concerne le soutien psychologique, parce que ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Parce qu'on parle de la violence, de l'agressivité, etc. Mais il y a aussi les moments tragiques que l'on vit, qui sont des moments particulièrement impactants quand on n'a pas l'habitude de gérer. Moi, je suis médecin de formation, donc j'avais un petit peu de bagage pour assumer certaines situations, mais j'ai vu autour de moi des élus qui ont quand même eu des vraies conséquences personnelles, psychologiques, des situations qu'ils ont vécues. Et donc ça, c'est un deuxième sujet. Je vous remercie. J'espère avoir été assez courte, madame. Oui, et je pense que vous avez été parfaite et que les collègues me disent qu'ils ont les réponses. Alors, ils ne vont pas nous les donner aujourd'hui, un peu de teasing, une partie. Voilà. J'aimerais peut-être qu'on ait un petit mot très technique sur la visio, qui est un vrai sujet, parce qu'on l'a débattu ici au Sénat, alors on ne répondra pas, mais il y a effectivement la facilitation, puisque vous dites on peut donner des pouvoirs, ne pas être là, et en même temps, comment on respecte cette nécessité de présence physique et de rencontre pour nourrir un débat, puisque nos assemblées ne sont pas que techniques. Donc, je ne sais pas qui veut répondre, Monsieur Fidelin et Monsieur Géa. Vous avez, à vous deux, à partager 2 minutes. Voilà. La visioconférence, c'est vrai que lorsque je suis venu ici, on m'a proposé de faire mon intervention en visioconférence. J'ai refusé parce que moi, je crois beaucoup, si vous voulez, au contact, parce que j'avais le temps, parce que je ne vais pas avec mes collègues, mes anciens collègues, notamment Épouville, que je connais très bien. Elle a beaucoup de travail, beaucoup d'expérience professionnelle, donc elle est en visioconférence. Mais moi, je préfère effectivement d'être... on peut débattre, on regarde un peu les personnes dans les yeux avec qui on est en face, et puis on peut reprendre un peu les débats. Donc moi, je pense que c'est quand même le meilleur des choses. Avez-vous une demi-minute de réponse ? Oui, merci Madame la Présidente. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, Daniel Fidelin. C'est vrai que moi, on m'a également proposé de le faire en visio et j'ai refusé, j'ai préféré être présent. Et j'aimerais, Madame la Sénatrice, alors je ne peux pas vous regarder, je suis désolé, mais j'aimerais nuancer peut-être l'argument de l'engagement et de la visioconférence. Je pense que Madame et Messieurs les maires en visioconférence ne sont pas plus désengagés que nous. Et en ce sens, la visioconférence doit être un outil qui doit être utilisé à bon escient. Alors peut-être pas illimité, j'entends bien, mais peut-être réfléchir à des quotas, des possibilités de séances. Et je pense, puisque ça se fait même en commission, dans les commissions sport et les commissions thématiques locales, pourquoi pas ne pas le faire pour les conseils locaux? Je pense que c'est une nécessité. Et ça reviendrait aussi à développer ce statut de l'élu étudiant, parce qu'il y a des étudiants qui étudient très loin et qui ne peuvent pas prendre le train, l'avion pour revenir en conseil municipal, départemental ou régional. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je veux tous vous remercier et vous saluer parce que vos témoignages étaient extrêmement intéressants. Je crois que ça nourrit nos réflexions, ça conforte nos co-rapporteurs que je remercie. Et sur la visio, je voudrais dire, moi, je n'apporte pas du tout de réponse sur le sujet, mais je veux adresser un salut particulier aux élus qui étaient avec nous en visio pour la qualité aussi de leur témoignage, et que je trouve que la visio est aussi un outil pour nous permettre d'échanger et d'entendre
des collègues ou des personnes qui, pour des raisons soit professionnelles, soit lointaines, ne peuvent pas parfois consacrer une journée de déplacement pour une rencontre, une journée, et que je pense que c'est un véritable atout, notamment pour la ruralité. C'est-à-dire on a accès à des choses, et je veux vraiment vous remercier, vous dire que je suis consciente de votre frustration parce que voilà, on n'a pas eu sans doute le temps que vous auriez souhaité, mais sachez que les co-rapporteurs sont à votre disposition et que si vous souhaitez faire des contributions complémentaires, n'hésitez pas à les apporter. En tout cas, vraiment, mille merci à tous de ces échanges et merci à tous nos collègues qui étaient nombreux et qui, je crois, ont été tous extrêmement intéressés. Et j'espère que vous sentez que le Sénat voilà, porte vos préoccupations et que cela a été dit. Il n'y a pas d'avenir pour nos territoires et Dieu sait si au Sénat, nous pensons qu'il n'y a pas d'avenir pour notre pays, s'il n'y a pas d'avenir dans les territoires, et il n'y aura pas d'avenir pour les territoires si les élus n'en ont plus. Et je pense que nous, la mission que nous faisons n'est pas une mission de désespérance ou de désespoir, mais bien au contraire, une mission d'espérance et de confiance, sachant que, on le dit, la République n'a pas de prix, mais elle a un coût et qu'il faut savoir le reconnaître et sortir de cette démagogie et de ce populisme fort désagréable et nuisible qui consistait à faire du bashing d'élus. Chaque citoyen doit pouvoir se présenter. La France, il faut le dire, a besoin de ses élus. Il faut un travail formidable. Et nous, nous en sommes fiers, nous y croyons. Ici, dans la Chambre des territoires, nous pensons que la République doit affirmer le respect qu'elle doit aux élus et ce qu'elle lui doit tout court. Donc, mille merci. À vous tous, c'était de belles rencontres. Merci beaucoup, merci à tous, merci. Nos invités. Voilà, donc j'enchaîne avec la deuxième partie. Et là, qui vont arriver. Mille merci. Et je voulais prévenir les collègues. Vous n'êtes pas tous là, mais je vous... Ah, ça m'a fait très plaisir. Très bien. Tu es très bien coaché par ce jeune élu. Qui anime le